Bonjour, bienvenue sur mon blog. Le pétrole, trop cher. Les biocarburants, ils cannibalisent les champs. L'hydrogène, c'est pas au point. Quant à l'électrique pour tous, c'est pas pour tout de suite. Et pourtant, nos voitures, il faut bien qu'elles roulent. Alors quel carburant pour demain? À quel coût écologique et surtout, à quel prix? C'est pour répondre, en partie, à ces questions que cette semaine, je vous emmène en Allemagne, un pays qui a misé massivement sur les biocarburants et où pourtant les automobilistes les boudent. En Espagne, où l'on teste un pétrole de synthèse issu d'un bouillon de culture d'algues. En France, enfin, où la politique du tout diesel a conduit à une impasse pour l'industrie pétrolière elle-même. Alors, à coup de subventions et de surfaces agricoles dédiées, l'Allemagne est de loin le premier producteur et consommateur de biocarburants en Europe. La question est de savoir si les automobilistes suivent. Je vais me connecter avec Elisabeth Scherer, qui, pour les besoins de cette enquête, est partie pied au plancher au cœur de l'Allemagne. Salut Elisabeth, tu es où exactement? Anthony, je suis dans une station-service à Berlin. On trouve pas moins de 6 carburants différents. Le dernier né est l'agrocarburant E10 avec 10% de bioéthanol et les avis semblent plutôt partagés. Que prenez-vous comme essence? J'ai pris du E10. C'est moins cher et j'en prends depuis qu'il existe. Et je continuerai tant qu'il y en aura. Pourquoi vous n'avez pas pris du E10? Parce que ça abîme les durites et les moteurs des voitures. Et la réparation coûte plus cher que ce que je pourrais épargner à la pompe. Je ne suis pas certaine que ce soit la bonne solution, parce que pour fabriquer du E10, on détruit des champs, on utilise des ressources, tout ça pour pouvoir continuer à conduire en toute bonne conscience. Alors, Monsieur Graf-Bülow, le carburant E10 a été introduit l'année dernière dans les pompes à essence. Pourquoi ça n'a pas plu? C'est un problème de communication. Les constructeurs automobiles n'ont pas su intéresser leurs clients à ce produit. Les stations-service, elles, n'ont délivré aucune information claire là-dessus. Et les automobiles clubs l'ont diabolisé. À cela s'ajoute cette particularité allemande que la voiture, ici, est un symbole très fort de réussite sociale. Quelles ont été alors les conséquences pour vos pompes à essence? Ça a été un grand problème. Nous ne recevions plus assez de l'ancien carburant et nous avions des réserves pleines de ce nouveau carburant E10 dont personne ne voulait. Et puis on avait fait des investissements, on a donc perdu de l'argent. Ça s'est régulé aujourd'hui, mais ça a quand même duré. Et c'est toujours très difficile quand il faut faire patienter ses clients. Depuis son arrivée sur le marché allemand, la consommation du biocarburant E10 n'a pas franchement décollé. Il représente aujourd'hui seulement 20% de la consommation des carburants vendus. En Allemagne, 3 industriels se partagent le marché du bioéthanol. Je vais rencontrer l'un d'eux au nord de Leipzig. Ce blé vient des agriculteurs alentours et c'est notre principale matière première. C'est avec ce blé qu'on produit notre éthanol. Ces céréales sont moulues comme on le fait pour la farine, puis nous les mélangeons avec de l'eau et des enzymes. Au bout de 2 jours, on obtient dans ces cuves un liquide contenant de l'alcool. Et cet alcool est distillé ici. Et le processus de fabrication d'éthanol est terminé. Et à qui vendez-vous cet agrocarburant bioéthanol? Nos clients sont principalement les compagnies pétrolières qui commercialisent l'essence et le diesel. Et ce sont elles qui mélangent notre éthanol à hauteur de 10% dans leur essence. Pour vous, le bioéthanol, c'est le biocarburant de l'avenir? Non, le bioéthanol n'est pas l'avenir. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, introduire un pourcentage de 10% d'éthanol dans l'essence, a tout son sens, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'enjeu est d'introduire une part plus importante de biocarburant dans l'essence. Il va donc falloir trouver d'autres substances qui ne devront pas être à base de cultures vivrières. C'est ce que nous sommes en train de mettre au point. Cette installation est toute nouvelle. Ici,
nous transformons de la paille en méthane. Et c'est ce méthane qui pourra servir de carburant pour les voitures et les camions. C'est la nouvelle voie que la Commission européenne veut maintenant emprunter. Et elle est nécessaire si l'on veut continuer à accroître la part des biocarburants. En tout cas, nous pensons que c'est la bonne solution. Il y a donc un hic. Eh oui, en période de crise alimentaire, l'Union européenne s'est rendue compte que ce n'était pas très malin de produire du carburant à partir de choses qui se mangent. Cet automne, l'Europe a donc discrètement abandonné l'idée d'atteindre 10% de biocarburants agricoles à l'horizon 2020 pour suggérer un petit 5%. Pour les 5% restants, eh bien, l'idée est de compléter avec des biocarburants produits avec de la paille ou des résidus de bois. Des trucs qui ne se mangent pas en clair. Le problème, ce sont les agriculteurs qui avaient trouvé dans ces agrocarburants un débouché industriel pour leur maïs ou leur blé. Et Elisabeth a justement rendez-vous avec l'un d'eux. Monsieur Ulrich, donc vous êtes agriculteur. Avec les biocarburants, un nouveau marché s'est ouvert à vous? Nous cultivons les mêmes sols, que ce soit pour l'alimentation ou pour les carburants. Et avec la demande croissante en agrocarburants, nous avons eu besoin de plus de surface. Cela nous a permis, à nous agriculteurs, de rentabiliser avantageusement des surfaces qui étaient en jachère et que nous nous sommes mis à cultiver. Si bien que notre production a augmenté. Et je dois avouer, nos prix aussi. Que se passerait-il pour vous si on arrêtait la production de carburant de première génération? Ça va bouleverser le marché. Lorsque la décision est arrivée de Bruxelles, on a tout de suite vu la réaction à la bourse. Les prix aujourd'hui sont environ 10 à 20% plus bas que l'été dernier. 2,5 millions d'hectares sont aujourd'hui destinés à la production de biocarburants en Allemagne. Un chiffre qui déplaît aux écologistes. Me voici dans un champ de maïs. Je retrouve Jens Hilgenberg du BUND, l'une des plus grandes associations écologistes. Monsieur Hilgenberg, bonjour. Bonjour. Alors vous vous opposez à la politique allemande en matière d'agrocarburants. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'endroits en Allemagne ressemblent justement à ça. En Allemagne, nous avons vraiment un problème de monoculture. Beaucoup de grandes surfaces sont cultivées avec la même plante. C'est dommageable d'une part pour les sols, parce que ça les épuise. Et d'autre part, cela fait proliférer les parasites et donc on utilise plus de pesticides. Nous avons visité Verbio qui s'est lancé dans la production de biocarburants de deuxième génération. C'est une bonne alternative? Les agrocarburants de seconde génération ne sont pas un remède, parce que nous ne pouvons pas récolter indéfiniment le bois des forêts, car la forêt doit se régénérer. Et nous ne pouvons pas récolter indéfiniment la paille des champs, car les champs doivent aussi se régénérer. Or, si on exploite tous les résidus, cela veut dire qu'on va devoir utiliser encore plus d'engrais. Et donc le bilan CO2 va redevenir négatif. Est-ce qu'il existe un bon carburant? C'est une question très difficile. Le meilleur carburant, c'est l'homme, parce qu'il n'y a rien de mieux que se déplacer à pied ou à vélo. Bien sûr, on va tous faire Berlin-Paris à vélo. Ils sont énervants, ces écolos, même si sur les biocarburants, ils n'ont pas tort. Et oui, pour que les 36 millions de voitures françaises, par exemple, puissent rouler entièrement bio, eh bien, il faudrait multiplier par 10 000 les surfaces agricoles dédiées. En attendant, l'Europe des biocarburants tourne encore à plein régime. Regardez. Les pays qui, en Europe, consomment le plus de biocarburants sont dans l'ordre l'Allemagne, avec 3 millions de tonnes équivalent pétrole, la France, l'Italie et l'Espagne. Ces quatre-là rassemblent 50% de la population de l'Union européenne et engloutissent 60% de sa production de biocarburants. Vu les quantités consommées et les intérêts en jeu, on n'a pas fini d'entendre parler des biocarburants agricoles, surtout si les céréaliers sont de la partie. Bon. Mais il y a peut-être une autre solution. Une solution à base d'algues espagnoles. Alors, non, pas celles que l'on ramasse sur les plages bretonnes, non, des micro-algues. Et d'ailleurs, je me connecte tout de suite avec Benoît Rayot, du côté d'Alicante, où il enquête sur ce carburant de l'avenir. Salut Benoît. Alors, jure-moi que c'est du sérieux, cette histoire de pétrole d'algues. En tout cas, c'est la voie choisie par cette entreprise ici à Alicante, qui depuis 2006 a investi des millions pour créer ce carburant miracle à base d'algues, notamment grâce à ces tubes étranges.
Donc Monsieur Fonlu, alors c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe dans ces gros tubes verts? Vous pouvez m'expliquer? Et on est devant ce qu'on appelle un photobioréacteur. C'est donc là qu'on élève nos microalgues. Et elles sont contenues dans des tubes, ce qui nous permet d'avoir un maximum de contact avec la lumière. Donc là, en fait, le but de l'opération, c'est d'obtenir un maximum d'algues en un minimum de temps, c'est ça? Ce qu'on cherche, c'est que l'algue soit toujours en contact avec les éléments qu'elle a besoin pour croître. C'est la lumière et le gaz carbonique. Si elle est en contact avec ça, elle va les utiliser pour croître et se multiplier. Le gaz carbonique nécessaire à la multiplication des algues, les scientifiques sont allés le chercher dans la cimenterie d'à côté. Une manière de rendre ce carburant encore plus écologique. Et c'est grâce à ce tuyau que l'entreprise ici va récupérer la pollution en CO2 de l'usine pour ensuite la réexpédier dans les algues et permettre leur multiplication. Donc là, vous avez récolté ce qu'on appelle la biomasse, qui est une espèce de concentré d'algues, et vous l'avez séparé de l'eau, c'est ça? Oui, on passe d'une substance totalement diluée à une matière concentrée qu'on appelle biomasse. Et comment est-ce que vous allez la transformer en carburant? Notre stratégie, c'est de copier la nature. En somme, nous essayons de reproduire les conditions qui ont régné il y a quelques millions d'années pour produire le pétrole. Très forte pression et très haute température. Je vais vous montrer comment nous faisons cela. Les pressions que nous exerçons peuvent atteindre jusqu'à 250 bars et les températures jusqu'à 400 degrés. Donc là, c'est devenu du biocarburant, c'est ça? C'est plutôt du biopétrole, car il a des caractéristiques psychochimiques très proches de celles du pétrole. Par exemple, son pouvoir calorifique. Ah oui, ça sent plus du tout l'algue. On va le brûler ? Est-ce que pour fonctionner, votre biocarburant doit être mélangé avec de l'essence? Ou est-ce qu'il peut faire fonctionner à 100% un véhicule, un avion, une voiture? Après un processus de raffinage, oui, bien sûr. Il est impossible d'introduire directement du pétrole dans une voiture. Mais après raffinage, ça marche. Nous partons de la même matière première et nous obtenons le même produit que le pétrole conventionnel. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore remplacé toute l'essence qui est en circulation aujourd'hui par ce biocarburant? Parce que la technologie est très complexe. Beaucoup d'entreprises travaillent sur les microalgues comme matière première pour obtenir des biocarburants. Mais ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissements pour y arriver. L'avantage des algues, c'est que leur rendement est 10 à 100 fois supérieur à celui des agrocarburants. Mais pour le moment, le pétrole d'algues est encore trop cher à produire. 5 fois plus cher que le bon vieux pétrole saoudien. Et puis, il n'y a pas que la voiture dans la vie. Il y a l'avion. C'est le moyen de transport qui croît le plus vite et l'un des plus gourmands en carburant. Eh bien, pour l'avion aussi, les Espagnols ont une solution à base d'algues. Et là encore, c'est Benoît qui va se charger de la démonstration. Cette variété d'algues a un fort potentiel pour produire du biogaz ou du bioéthanol. Là, nous avons d'autres espèces destinées à l'aquaculture, pour l'alimentation des larves de poissons, de crustacés ou de mollusques. Donc le but, là, si j'ai bien compris, c'est de rendre cette production de micro-algues rentable dans le futur. Ce que nous voulons, c'est multiplier les utilisations de ces algues, c'est-à-dire tirer profit de toute la biomasse produite en la valorisant dans différents secteurs. Il ne faut pas se limiter au biodiesel. Diversifier l'utilisation des algues, voilà donc la recette pour faire baisser le prix de fabrication de ces biocarburants. C'est dans un futur lointain, la fin du pétrole classique, ou c'est dans très peu de temps? Nous espérons que dans un futur proche, disons dans une dizaine d'années, nous pourrons produire ce biocarburant à échelle industrielle. En attendant, nous travaillons d'arrache-pied pour développer un biocombustible compétitif hors de la simple expérimentation en laboratoire. Ça pourrait être une révolution énergétique en quelque sorte. Nous espérons que oui. Ces algues espagnoles sont d'ailleurs aussi testées en France. Et j'ai même trouvé un exemple américain de voiture hybride qui carbure aux algues.